Bonjour les amis, bienvenue dans cette actu du geek du samedi où on va parler de solutions de stockage externe PS5 et Xbox Series X. Vous allez voir, c'est intéressant et il y a plutôt des bonnes nouvelles. On va parler aussi de Flight Simulator, on va s'envoler avec Flight Simulator rapidement. On va parler de performance sur Resident Evil Village, sur les consoles, et on va parler aussi de Shadow, le cloud computing. Qu'est-ce qui arrive en ce moment pour Shadow et un peu aussi sur le cloud gaming sur les autres plateformes. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous promet Resident Evil Village en termes de performance? Eh bien, ça a été donné. Apparemment, nous aurions sur la PS5 et la Xbox Series X la même performance, c'est-à-dire avec du ray tracing, nous serions en 4K HDR 45 FPS et sans ray tracing, un mode un petit peu performance entre guillemets, ou en tout cas, on enlève le ray tracing et peut-être que tout le reste sera pareil, ce qui serait très bien. On serait en 4K HDR 60 images par seconde. Il faudra bien sûr vérifier à la fin qu'on a bien du 4K natif et que ce n'est pas de l'upscaling comme on a certaines fois. Alors pour la petite sœur, la Xbox Series S, on est en 1440p HDR, 30 FPS avec du ray tracing et 45 FPS sans ray tracing. Ce qui est plutôt étonnant, c'est la Xbox One X ou la PS4 Pro où on est en 4K HDR 30 FPS. On pourrait s'étonner par rapport à la Xbox Series S, mais je précise quand même qu'on a effectivement le ray tracing et sûrement des aspects visuels qui sont différents entre les machines, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Ben on verra au résultat tout simplement, on verra au comparatif si c'est vrai et on verra si c'est bien du 4K aussi natif sur la PS4 Pro, je vous précise, et la Xbox One X. Mais grosso modo, on peut dire que Capcom, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont mis sur le même champ toutes les consoles de même génération, c'est-à-dire la PS5 et Xbox Series X, et la PS4 Pro, et la Xbox One X. Alors, sans doute avez-vous appris, si vous vous intéressez un peu au cloud, eh bien, ce qui est arrivé à la société française, la start-up française Blade, qui a créé Shadow. Shadow, c'est du cloud computing. Alors, c'est un peu différent du cloud gaming, c'est-à-dire que carrément, vous avez un PC puissant à distance. Eh bien, ils sont en redressement judiciaire, tout simplement parce qu'effectivement, leur infrastructure coûte très cher pour installer des PC à distance, malgré le prix des abonnements qui étaient un peu plus chers que des abonnements cloud gaming traditionnels, ça ne suffisait pas pour rentabiliser leur infrastructure. Donc ils sont en redressement et il y a deux groupes qui s'intéressent au rachat de cette entreprise. En l'occurrence, il y a d'abord en premier lieu 6 salariés qui sont poussés par Xavier Niel. Donc Xavier Niel, c'est Free. Ces 6 salariés qui voudraient racheter la structure, ils apportent 4 millions d'euros sur la table, ce qui est juste énorme pour 6 salariés. Et derrière, il y a bien sûr Xavier Niel qui va les aider, Free, avec 30 millions qui sont répartis sur 3 ans. Et en l'occurrence, c'est intéressant, Xavier Niel, bien entendu, va prêter également son infrastructure pour le cloud computing, c'est-à-dire qu'il va pérenniser, en l'occurrence, Shadow. Parce que Shadow, le problème, c'est qu'il fallait pour chaque nouveau membre investir. Et donc là, il n'y aurait pas besoin d'investir puisqu'il y aura déjà une infrastructure existante. En face de ça, nous avons Octave Klaba qui est très intéressé également par Shadow, par Blade, par l'entreprise Blade, et qui est dirigeant de OVH Cloud. Donc un système de cloud également, il pourrait apporter une infrastructure et il apportera également 30 millions d'euros sur la table pour redresser Shadow, en l'occurrence, enfin l'entreprise Blade. Alors c'est assez drôle parce que Octave Klaba connaît très bien Xavier Niel, puisque Xavier Niel l'avait aidé à démarrer son entreprise, en l'occurrence à l'époque. Et donc tout ça me fait dire que le cloud, alors ça c'est du cloud computing, donc c'est très particulier, il faut vraiment avoir l'utilisation d'un PC puissant dans son travail de tous les jours, en l'occurrence, pas que pour le gaming. Et donc j'ai regardé comment le cloud gaming évolue en ce moment. Je vous rappelle qu'il y a par exemple Amazon Luna, donc avec le Prime, qui est inclus dans le Prime, à 5,60 € par mois, mais qui est un peu spécial. Alors je vous rappelle qu'il y a des jeux qui sont intégrés, ça c'est très bien, mais si vous voulez d'autres jeux, il faudra finalement payer des chaînes, c'est-à-dire que c'est un peu comme un abonnement que vous prenez à la base pour avoir du cloud, pour avoir la puissance du cloud à distance, et ensuite vous allez payer des chaînes comme Ubisoft par exemple. La chaîne Ubisoft, ça va se rajouter à votre abonnement, et ainsi de suite. Par exemple EA, ça peut se rajouter à votre abonnement, donc ça peut vite devenir cher, ça dépend ce que vous prenez. On verra leur solution finale, qu'est-ce qu'ils vont proposer Amazon. Il y a bien entendu Stadia de Google. Alors ça, ils sont un petit peu en difficulté, vous le savez, ils ont du mal à faire adhérer à leur système pour l'instant. Ils ont du mal à capter beaucoup d'adhérents et c'est un problème parce qu'à long terme, ça ne deviendrait pas rentable. Et il y a aussi bien entendu le xCloud qu'on connaît, le xCloud de Microsoft, qui lui se porte plutôt pas mal, mais je n'ai pas le nombre d'adhérents total au xCloud. Parce que pour avoir le xCloud, je vous rappelle, il faut le Game Pass Ultimate. J'ai le nombre d'adhérents Game Pass, à peu près, on sait que c'est autour de 20 millions, mais combien ont adhéré au Game Pass Ultimate? C'est là la grande question, parce que c'est ça qui peut financer le xCloud en partie.
Donc tout ça, on verra dans le futur comment ça va tourner. Je pense que le xCloud va vraiment démarrer cet été, lorsqu'il sera disponible en particulier, vous savez, sur PC et sur toutes les plateformes. Normalement, il devrait arriver cet été. Un petit tour par Flight Simulator 2020 que j'attends avec une impatience énorme. Alors oui, c'est un jeu un peu spécial, hein. C'est sûr que c'est pas du Outriders par exemple, c'est pas du Cyberpunk ou j'en passe, mais c'est toujours intéressant parce que visuellement c'est très très beau. Alors je m'interroge quand même sur la Xbox Series X et S parce qu'ils disent que l'expérience sera équivalente sur la Xbox Series S. On verra, alors je pense peut-être en 1080p, peut-être en Full HD, on verra. Mais en tout cas, en 4K, avec la Xbox Series X sur grand écran, ça devrait être très beau. Mais on verra s'il y a eu des compromis de fait sur la Xbox Series X pour tourner en 4K sur un téléviseur ou pas. C'est ça qui m'intéresse. En tout cas, la nouvelle démo qu'ils ont présentée avec les monuments en l'occurrence, que vous voyez derrière, est juste magnifique, Xbox. Et donc ça promet beaucoup pour aller voyager partout dans le monde. Venons-en maintenant au cœur de cette vidéo, c'est-à-dire le stockage externe qu'on peut avoir sur PS5 ou Xbox Series X. Les résultats, qu'est-ce que ça donne? C'est Digital Foundry qui a fait des essais sur Xbox Series X et PS5 et c'est très très intéressant, vous allez voir pourquoi. Alors tout de suite, il faut d'abord un adaptateur USB SATA en l'occurrence, pour faire marcher des disques SATA par exemple, ou NVMe par exemple, pour faire marcher des disques NVMe. Tout de suite, je le dis, pour faire marcher des disques SATA sur PS5, ils ont précisé qu'il fallait un adaptateur qui prenne la norme UASP SATA 3. Sinon, il y avait des risques d'erreur. Donc vous trouvez ça partout, bien entendu, ce n'est pas un problème. Ils ont fait également Digital Foundry un essai avec la prise USB type C à l'avant ou USB type A à l'arrière. Et ils n'ont noté aucune différence, ce qui est logique puisqu'on est à 10 gigabits seconde, ce qui est juste énorme en taux de transfert. Donc c'est pas ça qui va limiter. Alors le premier essai qu'ils ont fait, c'est juste une copie de la PS5, du disque interne SSD PS5 vers le disque externe. Ils ont copié, en l'occurrence pour la PS5, ils ont copié Cyberpunk 2077. Alors pour les essais sur la PS5, ils ont utilisé 3 types de stockage différents. Un disque dur Seagate 5 Teraoctets classique et 2 SSD, un SATA, le 870 QVO de Samsung et un NVMe, le 980 Pro. Et qu'est-ce qu'on obtient sur la PS5? On obtient des choses intéressantes, on obtient à peu près 16 minutes avec le disque dur pour transférer les 102 Go de la PS5 vers le disque dur externe et inversement 16 minutes pour faire l'opération inverse. Par contre, on obtient des résultats très différents entre la copie PS5 vers le SSD externe, c'est-à-dire 6 minutes à peu près pour le SATA et 4 minutes pour le NVMe. Par contre, on met 13 minutes pour faire l'opération inverse, c'est-à-dire du SSD externe vers le SSD interne de la PS5. Ce qui fait dire à Digital Foundry qu'on a une limitation côté lecture du disque dur externe, enfin du SSD externe. Et côté Xbox Series X, allez vous me dire, malheureusement ils l'ont pas fait sur le même jeu, ce qui est un peu dommage. Ils l'ont fait sur Call of Duty Modern Warfare 2019, 172 Go, mais on peut dire, vu la taille du fichier, c'est à peu près la même chose et on pourra faire un comparatif lecture-écriture. Ils ont utilisé 2 des 3 disques, c'est les mêmes, c'est-à-dire le Seagate 5 Teraoctets, le Samsung en SATA 870 QVO. Par contre, le disque NVMe est différent, c'est un 961 Samsung. Et en termes de résultats, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, c'est un peu différent. On obtient 34 minutes pour écrire sur le disque dur externe, du SSD interne vers le disque dur externe, 34 minutes pour le HDD et que 21 minutes pour relire. Pour les 2 SSD, le SATA, on obtient 17 minutes pour écrire et 11 minutes le NVMe, ce qui est logique. Par contre, on obtient encore la même chose que sur la PS5, c'est-à-dire 8 minutes pour relire dans les deux cas. Donc je me suis amusé à comparer la Xbox Series X et PS5, alors pas de guerre de console, mais pour voir ce que ça donnait, lecture et écriture, disque dur externe. Donc en écriture, la PS5, alors j'ai pris les mêmes disques, c'est-à-dire j'ai pris le 870 QVO de Samsung, le SSD, et j'ai pris le disque dur externe, le Seagate 5 Teraoctets. Et bien entendu, j'ai tout ramené au gigaoctet seconde pour faire un comparatif exhaustif, c'est-à-dire combien on transfère du SSD interne Xbox Series X ou PS5 vers le disque dur ou le SSD externe gigaoctet seconde. Alors on obtient, pour le disque dur classique, le Seagate, on obtient 0,1 gigaoctet seconde. Dans les deux cas, à peu près, donc on est équivalent, c'est intéressant. Par contre, en SSD, c'est différent. On obtient 0,27 gigaoctets seconde pour la PS5, alors qu'on obtient 0,16 gigaoctets seconde pour la Xbox Series X. Et bien entendu, j'ai fait l'opération inverse, c'est-à-dire, en termes de lecture, quel est le taux de transfert gigaoctets seconde du disque dur ou du SSD externe vers les SSD internes PS5 ou Xbox Series X. Et là, le résultat est totalement différent. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a 0,12 gigaoctets seconde en termes de transfert, donc externe, disque dur classique Seagate
vers les SSD internes Xbox Series X ou PS5, 0,12 Go dans les deux cas. Par contre, la PS5 avec un SSD, le 870 en l'occurrence QVO du Samsung, on a encore 0,12 Go, ce qui est assez surprenant, alors que la Xbox Series X, on monte à 0,33 Go, soit 3 fois plus. Donc vous voyez des résultats assez différents dans un cas ou dans l'autre. Mais le plus intéressant n'est pas là. Alors vous allez me dire à quoi ça sert tout ça? Ben si, en fait, ce qu'a montré Digital Foundry, ce qui est très intéressant, c'est que grosso modo, sur la Xbox Series X ou la PS5, il suffit d'acheter un disque SSD SATA classique, pas ultra rapide mais classique, et vous aurez les mêmes taux de transfert pour la lecture des jeux. Et là c'est important, on parle maintenant de lecture de jeu, c'est-à-dire faire marcher le jeu avec un jeu PS4 en l'occurrence pour la PS5 ou Xbox One, Xbox One X ou Xbox 360 par exemple pour la Xbox Series X, un jeu qui est mis sur le SSD externe, eh bien ce sera aussi rapide sur un SSD externe que sur le SSD interne. Vous ne perdez absolument rien. Voire même dans certains cas, vous gagnez quelques secondes. Digital Foundry a eu du mal à comprendre. Donc, vous êtes à la même performance si vous mettez votre jeu PS4 sur un SSD externe, type SATA, même pas besoin d'un NVMe. Et également pour la Xbox Series X, c'est la même chose que si vous le mettez sur le SSD interne. Ce qui permet d'agrandir considérablement, bien entendu, votre espace de stockage. Et c'est là où il voulait en venir Digital Foundry, et c'est là où c'est très intéressant. Si vous jouez à des jeux qui n'utilisent pas les capacités de la PS5 et de la Xbox Series X SSD interne, eh bien vous pouvez les mettre sur un espace de stockage externe et profiter de la même manière du jeu en termes de jouabilité et de temps de chargement. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas, bien entendu, à mettre un pouce, un commentaire comme d'habitude et à vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, et ça a été prouvé maintenant, qu'ils étaient désabonnés sans comprendre pourquoi par YouTube. J'écris à YouTube et YouTube ne me répond pas. C'est un peu évident. Si j'avais 3 millions d'abonnés, peut-être qu'il me répondrait, mais c'est dommage. Et donc, je vous dis en tout cas à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!